l'absence, comme on a expliqué. Donc on va se présenter ultra rapidement et puis après vous expliquer un peu ce qu'on va faire avec vous ce soir. Donc moi je suis Marianne, Céline. Donc Céline et moi, on est toutes les deux enseignantes-chercheuses effectivement à l'INSA Lyon. Donc l'INSA c'est une école d'ingénieurs en 5 ans où les étudiants après un bac scientifique rentrent dans cette école. Mais nous on ne fait pas des sciences dites dures ou expérimentales, on fait ce qu'on appelle des sciences humaines et sociales dans cette école d'ingénieurs. Et notre laboratoire, c'est le S2HEP. Alors je vais vous dire ce que ça veut dire, comme ça vous saurez exactement ce que veut dire ces lettres. Donc c'est sciences, société, historicité, éducation et pratique. Donc le S2HEP, c'est un laboratoire de sciences humaines et sociales qui se trouve au cœur du campus de la Douane, qui est un campus scientifique, et qui a pour vocation en fait de faire des sciences et des techniques des objets de connaissance. C'est-à-dire que nous, en fait, on va regarder avec nos casquettes de chercheuses en sciences humaines et sociales comment les sciences se fabriquent, les sciences et les techniques, quelles sont leurs philosophies, quelles sont leurs histoires, etc. Alors Céline et moi, on est plus spécialisés en sciences de l'information et de la communication, et notre voie d'entrée, c'est toujours de travailler sur les sciences, sur la technique plus exactement, mais à travers les communications et les représentations qui sont faites autour de cette technique. Voilà. Donc en fait, notre voie d'entrée, c'est toujours d'analyser les récits, les fictions, parfois les publicités sur effectivement la technique et d'essayer d'interpréter ce que ces fictions nous disent de notre rapport à la technique. Voilà. Est-ce qu'on en a peur? Est-ce qu'au contraire, on lui fait peser sur elle des promesses de résolution de tous nos problèmes? Est-ce qu'il y a des acteurs qu'on oublie dans cette histoire de conception technique, etc., etc. Donc notre champ en fait, de recherche, ça s'appelle aussi STS, donc c'est Science, Technology and Society, voilà, ou Sciences, Techniques et Société. Voilà. Cette petite introduction, c'était pour vous expliquer un peu d'où on parle et pourquoi en fait on s'intéresse à tout ça. Alors, je ne vais pas être trop longue sur l'introduction, mais c'est important quand même qu'on sache un peu pourquoi on parle de fiction et d'imaginaire. Tout au long de notre expérience en tant qu'enseignante-chercheuse, on a voulu montrer ou essayer de mettre en évidence les liens qui existent pour nous entre la question de l'imaginaire et la technique. Pour nous, en fait, il n'y aurait pas d'un côté le monde qui relèverait de l'imaginaire, de la créativité, et de l'autre côté, un monde qui serait celui de la rationalité, des sciences et des techniques. Pour nous, il y a vraiment des liens, et c'est important de les comprendre, de les décrypter, en fait, pour savoir quel type de société on est en train de construire avec les sciences et les techniques. Alors, pourquoi on en est venu à s'intéresser tout spécifiquement à l'effondrement et aux effondristes? Alors, on va faire un tout petit peu de retour en arrière. Donc, au moment du Covid, en 2020, donc on était chacune de notre côté dans nos appartements, on continuait à donner des cours à nos étudiants, et on avait un cours en commun, qui existe toujours, qui s'appelle Technique en série, où on discute avec nos étudiants la façon dont les séries télé s'intéressent à la technique. Et lors de ce cours, en fait, on s'est rendu compte que nos étudiants avaient un attrait très particulier pour la collapsologie. Alors, est-ce que vous avez besoin qu'on vous donne 2 mots d'un... Donc, la collapsologie, en fait, c'est un mouvement français, ouais, on retrouve que c'était le mouvement qui est né un peu, un mouvement de pensée qui est né en France en 2015. Alors, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de Pablo Servigne, par exemple, qui en fait a été l'initiateur de ce mouvement-là et qui a essayé de monter ce groupe de pensée pour réfléchir à la catastrophe. Donc dans ces personnes qui réfléchissent à ça, l'idée c'est de dire en fait on n'est plus dans une époque où on peut penser et si la catastrophe arrivait, mais on est dans une époque où on doit penser quand la catastrophe
comment on va se sortir de ce monde catastrophique. Donc leur mouvement, leur réflexion, c'est vraiment de dire il y a la catastrophe, elle est là, il va y avoir 14 dominos qui vont tomber les uns après les autres, et ça va nous emmener à un effondrement, et il nous faut aujourd'hui réfléchir à cet effondrement. Voilà. Alors ça touche tous les domaines, hein, l'économie, le social, la technique, les sciences, etc., etc. Et donc nous, en fait, en tant qu'enseignantes auprès de nos étudiants, on était un peu gênés par le fait que nos étudiants adhéraient énormément à cette philosophie-là et parlaient beaucoup de collapsologie, et quand on essayait de discuter un petit peu avec eux, ils nous sortaient beaucoup de ces auteurs-là comme référence, en fait, comme leur façon de penser. Donc on était en pleine période de Covid, hein, quand même, on comprend aussi que c'était difficile pour eux. Le monde qui nous entoure est quand même pas hyper rigolo non plus, on est bien d'accord, mais nous, on avait envie de leur proposer d'autres façons en fait, de réfléchir au futur possible. Voilà. Et donc on a commencé à travailler avec eux sur les imaginaires de la collapsologie, et de fil en aiguille, comme c'est notre base de travail, on s'est dit, allons regarder les fictions qui parlent de cet imaginaire-là, et essayons d'analyser en fait, en tant que chercheuse, ces séries-là, qui parlent de la question de l'effondrement et qui reprennent cet imaginaire de la collapsologie. Donc ça nous intéressait vraiment aussi parce qu'il est question souvent de techniques, de sciences et de techniques dans ces séries. L'effondrement, il est souvent amené parce que justement il y a une défaillance autour de la production des sciences et des techniques. Donc ça avait d'autant plus de sens pour nous dans l'école d'ingénieur. Alors, comme vous l'a dit tout à l'heure Adrien, on est déjà venu ici à la bibliothèque il y a une dizaine d'années où on avait travaillé cette fois-ci sur les séries Coppel Lab. Donc les séries Coppel Lab, c'est des séries d'enquête scientifique. Voilà. Mais cette fois-ci, donc, on va parler d'effondrement et plus spécifiquement en fait de deux séries. Donc il y en a une, elle ne tombe pas sur le titre puisqu'elle s'appelle L'effondrement. Et donc c'est une série française. Pardon. Ouais. Excusez-moi. Donc la première c'est celle-ci, c'est l'effondrement. Donc l'effondrement, on vous les représentera plus précisément. Et la deuxième c'est Sweet Tooth. Donc là on voit moins qu'il s'agit d'effondrement, mais vous verrez, c'est quand même une question aussi d'effondrement dans cette série-là. Excusez-moi, en plus on a eu des heures de cours aujourd'hui, donc voilà. Alors, juste pour quand même parler de la question de la catastrophe, la catastrophe elle est intéressante en fiction parce qu'elle est à la fois la fin de quelque chose et le début d'un nouveau monde. Donc en fait, dans les fictions, quand il y a une catastrophe ou quand la catastrophe est en train de se faire, on sait qu'il y aura un après et qu'on doit construire en fait ensemble cet après. Donc ça a vraiment un intérêt pour nous d'aller rechercher en fait ce qui se passe dans ces fictions-là et ce qu'on dit dans ces fictions-là, parce que ça va poser beaucoup de questions en termes politiques, par exemple, d'organisation sociale aussi. Ça va poser beaucoup de questions sur les valeurs qu'on a envie de préserver ou celles au contraire qu'on a envie d'éliminer dans le monde d'après. Et donc ça a un intérêt de rentrer par la question de la catastrophe dans les séries. Alors pourquoi les séries aussi? Parce que les séries souvent on dit que c'est un miroir de la vie. En fait ça représente la vie qu'on est en train de vivre, nos propres préoccupations, ça les grossit aussi parce que comme c'est des formats sériels qui se répètent, justement les problématiques sont répétées, redites, etc. et revues à plusieurs reprises. Et puis ça nous permet aussi de nous attacher à des personnages, alors là vous allez voir avec ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, et donc de se projeter dans nos propres problématiques à nous, dans nos propres angoisses, nos propres désirs, et donc voilà, de s'attacher en fait aux histoires qui nous sont racontées. Alors, tout ça pour vous expliquer, pour raconter en fait comment on va travailler, on va vous exposer tout ça aujourd'hui. Donc en fait, en général, dans les séries catastrophistes,
on repère qu'il y a 3 genres particuliers. Une catégorie où la catastrophe est déjà arrivée, donc on est vraiment déjà dans le monde d'après. Une catégorie où la catastrophe est à venir, et une catégorie où la catastrophe est en train de se faire, voilà, en cours d'eux. Et que dans ces 3 catégories, il y a aussi 4 types de fin du monde. Par exemple, c'est pas hyper rigolo, on se rend compte, mais vous allez voir que si. Il y a par exemple l'inclusion par exemple, des extraterrestres qui viennent détruire notre monde. Voilà. Il y a un virus qui peut détruire toute l'humanité. Il y a aussi par exemple le monde peut devenir stérile, on ne se reproduit plus, il n'y a plus d'enfants, donc l'humanité va à sa perte. Ça peut être des catastrophes brutales ou en douceur. Voilà, ça dépend vraiment de ce que le scénariste veut montrer. Voilà. Alors l'objectif de ce soir, c'est de vous montrer à travers ces 2 séries qui sont ici, comment nous on les travaille, un peu quelles propositions on peut faire à partir de ces séries-là, et essayer de voir autour de 3 angles qu'on a travaillé, donc notre rapport à la nature et au vivant, le rapport politique et le rapport à la technique, nous ce qu'on a pu repérer dans ces séries. Ok ? Alors les séries en question, les fondements, je ne sais plus, je n'ai pas mis. Excusez-moi, je vais commencer par Sweet Tooth. Donc Sweet Tooth, c'est une série qui a été, c'est une série américaine. Donc elle a été diffusée entre 2021 et 2024, du coup, puisqu'il y a 3 saisons. Donc c'est plutôt une série grand public qui a été diffusée via Netflix. Et ça raconte en fait l'histoire de ce jeune garçon que vous voyez ici, qui est un hybride entre un humain et un animal, donc un cerf. Donc il y a eu un virus qui est apparu, alors on ne sait pas très bien l'origine du virus, mais on l'apprend au fur et à mesure des saisons. Ce virus a détruit 98% de la population humaine, et après ça, cet effondrement-là, tous les enfants qui sont nés sous forme d'hybride, comme ça. Donc là, tout de suite, on voit que ça pose évidemment la question de la survie de l'humanité, qu'est-ce que c'est qu'être humain et qu'est-ce qu'on devient après, quoi. Voilà. Donc dans cette série-là, on est 10 ans après la catastrophe, le petit garçon a 10 ans. Alors il y a des flashbacks qui nous montrent la catastrophe qui arrive et comment elle arrive. Et donc ça nous raconte ce voyage initiatique de ce jeune garçon qui va rencontrer des gens qui vont prendre soin de lui, et d'autres évidemment, qui s'appellent les derniers hommes, et qui vont vouloir le détruire. La deuxième série, donc, c'est l'effondrement. Alors, l'effondrement, c'est une série française. Donc, elle a été diffusée sur Canal+, d'abord en 2019, puis via YouTube depuis 2020. Donc, vous pouvez la trouver, je crois, encore. Voilà. Alors, cette série-là, elle fonctionne comme une anthologie d'anticipation. C'est dans le sens où chaque épisode est indépendant du précédent, contrairement à Sweet Tooth. Et cette fois-ci, donc, ça nous raconte l'histoire d'un effondrement, hein, c'est pas plus compliqué que ça, à des temps différents, donc J+1, J+5, J+20, J+65, et puis après on revient à J-5 pour comprendre en fait l'origine de cet effondrement. Alors ce qui est intéressant dans cette série, c'est que c'est vraiment une série réaliste, c'est pas de la science-fiction, c'est pas de l'anticipation, on est vraiment dans le monde d'aujourd'hui, voilà, tel qu'il pourrait être. Parfois on dit que c'est une série spéculative, peut-être que vous avez vu La Servante écarlate, par exemple. C'est une série spéculative, en fait, ça prend des éléments du réel et ça spécule sur ce que pourrait être ce réel si on changeait un élément. Voilà. Donc c'est typiquement ce genre de série. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder le premier thème qui était celui des enjeux autour de la nature. Alors, ça, on va beaucoup, pour ce thème-là, s'appuyer
arrivé sur Sweet Tooth, mais il y a un petit peu d'effondrement aussi. Alors, l'intérêt de cette série sur Sweet Tooth, c'est que c'est une des rares séries post-apocalyptiques ou catastrophiques qui aborde la question de la nature ou des animaux. Bon, là c'est normal vu que le personnage principal est un hybride, mais souvent les questions sur la nature sont évacuées de ces séries catastrophistes, parce que ce qui intéresse, c'est plutôt la survie de l'espèce humaine, et pas du monde, en fait, autour de nous. Et donc dans cette série-là, en fait, ce thème-là apparaît, et il apparaît beaucoup sur l'idée que c'est la nature qui va reprendre ses droits, voilà, qui va reprendre ses droits sur nous, et qui va se réinstaller. Alors, vous voyez la photo là, qui est en haut, le montre bien, c'est une ville détruite par l'effondrement, mais en revanche, qui est réinvestie, réenvahie par des espaces naturels et des plantes notamment, qui réenvahissent l'intégralité de la ville. Alors, pour vous montrer un peu l'esprit, pour vous montrer un peu l'esprit de ce que cette série veut montrer avec cette histoire de nature, je vous propose de regarder un petit extrait court où en fait c'est le papa adoptif du petit garçon qui raconte l'effondrement et qui raconte comment la nature s'est vengée des actions négatives des humains. Okay. Alors j'ai une petite... On aura des petites manips comme ça à faire quand on aura des extraits à vous montrer. Once upon a time, bad people ruled the earth, doing what they wanted, taking from the planet, just like those ants. They were greedy things, self-destructive, only out for themselves. So nature made everyone sick and wiped away as many as she could. And then a miracle happened. Your kind. They call them hybrids. No one knows where you came from or how, but the people who were left feared you. They were meaner now, angrier. They didn't like you because you were different. So nature set the rest of the earth on fire. Now it burns forever. Some bad people are still out there, Gus, in the flames, waiting. It's my job to make sure they never get in. And it's your job to live a full life, to be happy, to be kind. I saw her today. Who? Mama, she was pretty, but she didn't have numbers like me. If that wasn't your mother, Gus. Vous m'entendez si je parle comme ça? Non. Comme ça, c'est mieux? Excusez-moi, je vais allongement technique. Donc là, vous voyez en fait dans cet extrait-là le papa qui raconte à son fils, vous avez vu la distinction qu'il fait entre ce qui relèverait de la nature et ce qui relèverait de l'humanité. À plusieurs reprises, il dit la nature a repris ses droits, elle a chassé les méchants, etc. Donc il y a une personnification déjà de ce que c'est la nature, et puis il y a une distinction entre
pourrait être les humains, et puis le reste en fait, des espèces qui peupleraient la Terre. Alors ça renvoie vraiment à cette vision très anthropocentrique, hein, c'est-à-dire cette idée que l'humanité s'est séparée des écosystèmes, c'est sorti en fait de ce qu'on pourrait appeler la nature. Alors c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Philippe Descola, l'anthropologue Philippe Descola, qui explique bien ça, qu'on est dans un système aujourd'hui occidental de dualité, c'est-à-dire d'un côté ce qui relèverait de la nature et de la culture et l'humanité, et de l'autre côté ce qui pourrait être la nature. Donc cette série-là, elle nous alerte là-dessus, en nous questionnant avec ce petit extrait là de l'histoire. Alors après, il file la métaphore avec les fourmis et le papa qui sont enfermés dans le bocal et qui mangent la pomme étant la planète, et les fourmis étant les humains qui sont avides, qui mangent, qui détruisent tout. Alors, dans cette série aussi, d'autres images de la nature sont montrées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on nous montre une nature qui est très importante, qui reprend ses droits, hein, comme le dit le papa Lébus, mais pour autant, on reste quand même dans cette vision assez naturaliste, dualiste, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire quand même en séparant bien de la nature les êtres vivants. Alors, pour vous donner un exemple, vous voyez ici les représentations en fait, de cette nature grandiloquente, sauvage, qui s'oppose en fait aux humains, donc qui ont été éradiqués, qui n'existent plus. Il reste quand même des vestiges de la civilisation avec les radars, voilà. Et on est vraiment dans cette vision très, très grande de la nature. Alors dans cette série-là, il y a une très forte représentation de ce parc. Donc, je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Ce parc, c'est Yellowstone aux États-Unis. Alors Yellowstone, c'est vraiment le symbole de ce qu'on a appelé le préservalisme. Donc le préservalisme, c'est cette idée qu'il nous fallait préserver les espaces naturels où l'être humain n'apparaît pas, ne peut rien faire, en fait, parce que sinon, dès qu'il arrive quelque part, il détruit les espaces naturels dans lesquels il vit. Alors, au niveau des théories sur l'environnement ou sur l'écologie, certains disent oui, le préservalisme c'est très bien, parce que ça nous permet effectivement de préserver des espaces avec des espèces qu'on veut garder pour les années futures. Mais d'un autre côté, ça nous empêche, nous, êtres humains, de comprendre qu'on a tout intérêt à vivre en interdépendance, en coopération avec les espaces naturels, et donc on doit prendre soin des espaces naturels dans lesquels on a le droit d'aller et de faire des choses. Voilà. Alors le préservalisme et le parc naturel de Yellowstone, il a été créé en 1872, et ça aussi c'est une date importante parce que c'était aussi le moment où justement la société américaine se développait, la société industrielle, le chemin de fer arrivait dans tous les territoires, et on a dit il faut garder ces espaces libres de notre patte à nous. Voilà. Alors cette série-là, elle montre beaucoup de ces espaces-là, elle prend vraiment comme symbole de ce parc. Donc on le voit ici, on le voit là, par exemple. Vous voyez ces images-là, en fait, qui sont assez nouvelles dans des séries de post-apocalyptiques où souvent le monde qui est représenté derrière est totalement détruit, il n'y a plus rien. Alors, dans cette série, on insiste beaucoup sur ces paysages-là. Voilà, celui-ci aussi avec cette nature qu'on a appelée une nature grandiloquente. Voilà, qui est une nature vraiment avec énormément d'espace. Alors, je vous propose, si ça vous va, si je ne suis pas trop longue, de vous montrer deux autres extraits, justement où on montre encore cette nature-là. Ça vous va de regarder les vidéos?
je sais. How long have you been following me? To the left, Billy, yes. To where? Colorado. That's where she is. Who? My mom. Oh, I forgot to tell you. Colorado blew up. Yes. Everything's gone. Lasers, I think, and all the people there gone too. So sad. Sorry I missed you. Oh well, have a great life. That was a joke. Your jokes are very funny, big man. It's funny as a little dead kid thinking he can make it out here on his own. I'm not alone. I got you. What'd I tell you? You said that if they went and looked for her alone. Said stay put, as in don't leave. As in stay your ass in the woods amongst some shrubs or whatever it is you do. Vous avez vu la jetée de bouteille en fait. What are you doing? Papa said you gotta leave this like we found it. Hide it, trash the cat so don't find us. Be right back. Voilà, regardez ces images-là sur les arbres, sur la nature, c'est une ode en fait Or Gus? à la grande éloquence de cette nature-là. Regardez ces beaux. Never had this flower before. Papa would have liked them. Et donc là, ce qu'on voit aussi, c'est vraiment, vous avez vu les travelling, on survole comme ça les vallées, les forêts, on voit par-dessus ces images-là. C'est vraiment pour vous montrer l'importance en fait de cette nature, tout en utilisant le symbole, en fait, encore une fois, de Yellowstone. Quand Gus se retrouve chassé, en fait, son papa que vous avez vu qui racontait son histoire tout à l'heure, il va protéger son petit garçon en construisant un refuge dans Yellowstone. Donc là aussi toute la symbolique du refuge, de cette nature qui nous reprotège, qui nous reconstruit, mais en même temps qui nous isole de toute forme de civilisation. Alors ça c'est une forme d'image qu'il y a surtout dans cette série, et il y en a d'autres qui sont ce qu'on a appelé la nature de proximité. Alors c'est pas moi non plus qui ai inventé cette formulation. Donc la nature de proximité, en fait, elle s'oppose à la nature que vous avez vue tout à l'heure plutôt grandiloquente. C'est parfois ce qu'on appelle aussi une nature domestiquée, c'est-à-dire quand nous, les êtres humains, on en a fait quelque chose en fait de cette nature. Cette nature domestiquée, elle est intéressante parce que parfois on ne sait pas trop si c'est de la nature ou pas. Ça peut être par exemple des jardins, des parcs, ça peut être, comme là vous voyez, un chemin, en fait, comme ça c'est dans la série L'effondrement, un chemin qui amène à un hameau, voilà, où il y a de la nature, mais vous avez vu, on n'est plus du tout dans la même esthétique de cette grande nature qui prend toute la place. Là, c'est vraiment une nature qui est plutôt proche de nous. Alors j'ai cité tout à l'heure Rémi Beau, qui est un
Et lui, il nous dit « La nature ordinaire désignerait donc les milieux peuplés d'espèces communes par contraste avec la nature que la présence d'espèces rares et protégées rend extraordinaire. » Et donc, ce qui est intéressant avec cette nature ordinaire, c'est qu'elle est autour de nous, nous la côtoyons pratiquement tous les jours, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ni nous la connaissons, ni nous la préservons, ni nous y faisons attention. En fait, voilà. Ça c'est une image. Vous avez dans Sweet Tooth. Alors dans Sweet Tooth, plus l'effondrement avance, plus la catastrophe est installée, et plus la nature dans les maisons et dans les espaces civilisés apparaît. Vous voyez, là derrière, il y a des plantes. Plus ça avance et plus son appartement est rempli de plantes qui deviennent de plus en plus importantes. Voilà, là aussi, dans cette image-là aussi. Et celle-là, je la trouve particulièrement intéressante aussi, parce que donc, elle est en recherche des enfants qui ont été kidnappés, et tout autour d'elle, en fait, il y a tout un espace de vie qu'elle a recréé dans son espace, sa maison, quoi. Voilà. Et ça, c'est pour clin d'œil, c'est chez moi. Avec le chat, mais là, typiquement, voilà, là, c'est ça, c'est ce qu'on appelle de la nature ordinaire. Vous voyez la différence entre, c'est pas Yellowstone chez moi, c'est contraint. Alors ensuite, à cette nature domestiquée aussi dans la série Sweet Tooth ou dans ces séries, on voit aussi qu'il y a la question de l'animalité qui est créée, nos rapports aux animaux, et ça aussi, c'est assez rare dans les séries post-catastrophistes, où souvent les animaux non humains n'apparaissent pas ou apparaissent très très peu. Donc c'est assez normal, hein, puisque ce dont on parle, c'est la fin de l'humanité et pas forcément la fin du monde de façon générale. Mais par contre, dans Sweet Tooth, oui, on en parle un petit peu des animaux et de nos rapports aux animaux, et ça aussi c'est normal, vu que, vous voyez, les enfants qui apparaissent après sont des hybrides, en fait. Donc forcément, la question de l'animalité va être traitée rien que par le fait qu'il y ait tous ces personnages hybrides, humains et non humains. Si on regarde un peu la façon dont ils sont traités, les animaux, les hybrides, il y a des êtres humains qui en prennent soin, donc comme Richard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Aimée, dont je vous reparlerai tout à l'heure aussi, et Becky, qui est une jeune adolescente. Et bien sûr, le gros personnage costaud qu'on a vu, qui ne s'en occupe pas, mais au fur et à mesure s'en occupe plus. Il y a des personnages évidemment qui les détestent. Alors pourquoi ils les détestent? Parce qu'ils sont pour eux pas une hybridation, mais une déchéance de l'espèce humaine. L'espèce humaine donc, qui est au-dessus de toutes les autres espèces, et par cette hybridation est déchu de sa place supérieure. Et aussi parce que, et puis il y a des humains qui s'en fichent globalement dans la série. Alors je vous propose donc là c'est pour vous montrer la variété de ces animaux hybrides. Donc vous voyez il y a toutes sortes d'espèces animales. Il y a... Ouais, peut-être les décrire. Est-ce que vous voyez les différents animaux donc, il y a des singes, des éléphants, des tortues, il y a des reptiles aussi, il y a des cochons là-haut. Alors sur ces animaux-là, en fait, beaucoup d'entre eux ne parlent pas, parfois parlent la langue des signes, mais les deux seuls qui parlent sont Gus, donc le petit cerf, et Wendy. Et pourquoi ces deux-là parlent? Parce qu'ils ont été élevés par des parents qui se sont occupés, qui leur ont appris le langage, des parents humains. Donc il faut savoir qu'ils sont pourchassés, ces enfants. Voilà. Et là, je vous propose aussi de regarder maintenant un autre symbole qui est le symbole du zoo. Alors, il faut que je fasse un petit peu d'histoire pour vous raconter ça.
Donc, vous avez vu la symbolique de Yellowstone avec la nature. Là, il y a une autre symbolique qui est utilisée dans cette série-là, qui est la symbolique du zoo. Donc, il y a la catastrophe, tout s'arrête, et évidemment, il reste des animaux dans le zoo. Alors, certains d'entre eux s'échappent et vont aller repeupler la planète Terre de leur existence. Voilà. Et le zoo va être laissé à l'abandon. Jusqu'à ce personnage-là, qui s'appelle Aimé, qui était psychologue, qui n'aimait pas beaucoup les humains, mais qui, pour le psychologue, c'est un peu étrange, mais qui aimait beaucoup les animaux, en fait, réinvestissent le zoo pour en faire un refuge pour les enfants hybrides. Et là aussi, en fait, on est dans le symbole, parce que le zoo, en fait, c'est le symbole de la domination des êtres humains sur les autres espèces animales, qui les enferment en fait dans un lieu. Alors tout à l'heure on avait Yellowstone qui était grand, ouvert, et là on a le zoo qui se referme en fait sur les espèces. Donc on dit que le zoo c'est un moyen réel mais surtout symbolique de s'approprier la nature, voire de la domestiquer. C'est-à-dire de l'introduire dans notre espace d'humain. Donc ça aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est un spécialiste des animaux qui s'appelle Éric Baraté et qui est chercheur à Lyon, voilà. Et donc, là où ça va être intéressant avec le personnage d'Aimé, c'est qu'elle va se réapproprier le zoo et elle va en faire un refuge pour ses enfants hybrides. Donc elle va changer en fait la fonction de cet endroit qui était une fonction d'emprisonnement des animaux pour en fait un endroit refuge de bien-être, de prendre soin, etc. De ces animaux, donc de ces enfants hybrides. Alors, ce que je vais faire, c'est quand même, je vais vous montrer. Donc, quand elle va arriver dans le zoo, donc là, c'est son arrivée, dans le zoo que vous voyez. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle libère le dernier animal qui est emprisonné. Et comme par hasard, le dernier animal qui est emprisonné, c'est un aigle. Donc là, vous savez, c'est le symbole aussi des États-Unis. Et ce qu'on voit en fait dans l'extrait, c'est qu'elle ouvre la cage, elle l'emmène et il s'envole vers où? Vers Yellowstone. Voilà. La boucle est bouclée. Je vous montre juste ça, puis après You're ready to be free. Some stories start at the beginning. Well, go on then. Any story begins here. Je termine juste sur cette partie sur les animaux. Il y a quelques images emblématiques aussi pour parler des animaux dans cette série. C'est que par exemple, comme les humains ont désinvesti la ville, rappelez-vous pendant le Covid-19, on avait désinvesti nos villes et donc il y avait d'autres animaux qui arrivaient dans les villes. Il y a eu plein de photos sur les réseaux sociaux d'animaux qu'on ne voit pas d'habitude, qui sont
Voilà, donc c'est cette photo-là qui est assez représentative. Celle-ci aussi avec des girafes, des zèbres au loin qui du coup reprennent place dans les espaces communs. Donc là, du coup, je vais... alors, il y a juste un thème aussi qui est abordé dans ces séries, mais qui est vraiment survolé, c'est l'expérimentation animale, puisque sur les animaux, puisque en fait, dans l'entreprise, ils font des expérimentations sur des poules. Et en fait, c'est traité comme si ça n'existait pas. Voilà, c'est traité sans être traité. Quand on nous montre des poules, elle a l'air super contente en fait d'être utilisée dans l'entreprise. Donc on passe maintenant au deuxième thème. Alors, vous m'entendez? Le deuxième thème, c'est celui de la technique. Le troisième, ce sera celui de la politique. On l'a inversé par rapport à ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Et là, ce qui nous a intéressé, c'est dans ce film, 10 ans après l'effondrement, ou dans l'effondrement, quand les choses s'écroulent, de quelle technique on se sert? Est-ce que c'est la même technique, la même technologie que chez nous, maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce qui a évolué? Et même notre rapport à la consommation. Voilà. Alors, la première chose, et c'est l'évidence, c'est que les objets qui nous entourent, les objets techniques, sont avant tout ceux qui nous aident à survivre. Alors ici, on ne voit pas grand-chose sur ces deux photos, c'est un peu normal, il n'y a plus trop d'électricité. Donc ça, c'est deux extraits d'effondrement. Tout à l'heure, Marianne nous a montré la nature ordinaire d'un loup qui arrive dans un hameau. Alors c'est ce hameau-là, et on voit qu'en fait dans la grange, donc la petite communauté qui s'est préparée à l'effondrement et qui accueille tant bien que mal des nouveaux arrivants, elle a en bas à droite, elle a stocké des bobos, elle a stocké des conserves, et puis un peu à côté, elle a stocké des médicaments. Puisque là, on est à J+30, quelque chose comme ça, et les gens qui arrivent au hameau, c'est pas de l'argent qu'ils donnent, mais leur valeur vient des conserves qu'ils vont pouvoir donner ou des médicaments qu'ils donnent. Donc la question, on verra tout à l'heure, dans l'effondrement même politique, il n'y a pas d'argent, l'argent ça vaut rien. Une boîte de cassoulet vaut plus qu'un billet de 100 € par exemple. Donc c'est vraiment la question de la gestion des pénuries dans ce monde-là. Et justement, les conserves, on voit qu'elles ont beaucoup d'intérêt. Dans un autre épisode d'effondrement qui s'appelle L'île, celle-là c'est une dame, on découvrira après qui elle est, qui depuis 145 jours navigue sur un bateau pour rejoindre un endroit secret, et à un moment donné elle arrive sur une plage et elle trouve une boîte de conserve, et c'est miraculeux. Alors, je trouve que la boîte de conserve est périmée, donc elle ne la mange pas, mais on sent que ça a beaucoup de valeur pour elle. Et puis en bas, là c'est un épisode qui se passe dans une maison de retraite. Marco, qui est un aide-soignant, qui s'occupe des résidents, qui est le seul à être resté, a une gestion très serrée des boîtes de conserve et vérifie constamment dans les placards qu'il a assez à donner aux résidents qui sont encore là avec lui. Voilà. Donc c'est l'importance du stockage. L'importance du stockage des choses auxquelles on tient. Les contenants sont très importants. Donc ici on voit des bonbonnes d'eau, on est là dans ce tout. Il faut savoir que la réserve dont Marianne nous a parlé, qui abritait les animaux hybrides, a été préemptée violemment par les derniers hommes qui en ont fait leur quartier général, derniers hommes qui justement s'en prennent aux enfants hybrides parce que pour eux c'est la cause de l'éradication des derniers hommes, des humains entre guillemets dans l'eau. Et puis ici on voit dans la maison que Richard, le papa de Gus, a construit pour son fils dans Yellowstone, on voit l'importance de toutes les bouteilles en verre qui sont des bocaux, qui sont gardés au cas où, qui vont stocker des petites choses. Qui vont être conservés pour mettre à l'abri peut-être un peu de verveine ici, un peu de produits, de sucre, de miel, mettre de côté. Voilà. Et donc, on peut se dire aussi, ici encore, vous voyez, une autre
mais aussi des bouteilles qui sont stockées. C'est la survie. Il y a plus d'eau courante en réalité, donc on stocke. Chez Aimé aussi, vous voyez, c'est assez drôle. Il y a des bouteilles là, mais vous avez la nécessité de stocker les choses parce qu'on est en mode de survie, qu'on est vulnérable et qu'on n'a plus grand-chose. Voilà. La survie, la survie, c'est aussi savoir se déplacer. L'image, tout à l'heure, vous l'avez vu, les groupes, il n'y a plus de grandes villes, c'est des petites communautés à droite à gauche. Donc on a la nécessité en fait souvent de voyager, d'aller à un endroit pour aller chercher quelque chose ou d'aller se protéger. Donc tous les personnages, que ce soit ici dans l'effondrement ou là dans ce tout, ils ont toujours un sac à dos. Ils ont toujours 1000 trucs qui vont, une gourde ici pour l'eau, vous voyez, ils ont tous des sacs à dos. Le grand costaud aussi. En bas, on ne voit pas très bien, mais c'est des jeunes avec un baluchon aussi, où on va toujours mettre les choses qui sont un peu précieuses, les choses dont on a besoin, un couteau, un petit truc à manger, ou parfois ses souvenirs, une photo, un doudou, parce qu'il y a quand même un attachement aux choses qui comptent. Voilà. Alors, la deuxième grande thématique, c'est celle, encore des images d'itinérance. En bas, dans l'effondrement, vous voyez qu'on se promène dans la vallée des Larmes. Mais on a des vélos, des chevaux, une carriole. Et puis en haut, vous avez dans l'effondrement un papa qui, c'est l'épisode 2, donc on doit être à peine une semaine, il n'y a plus d'essence et il se promène avec ses deux petites filles pour les sauver. Il a pris son matériel de camping, il a son tapis de sol, etc. Voilà. Alors, le deuxième grand thème qui est important, puisqu'on est en mode survie et que plus rien ne se produit. En tout cas, dans l'effondrement, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se produit. Et dans ce tout, des choses très locales, pas d'industrie, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas assez de gens pour faire fonctionner tout ça. C'est le bricolage qui est important. Donc, bricoler, ça veut dire faire avec ce qu'on a sous la main. C'est pas faire avec ce qui pourrait être bien. On a des projets, on a le bon matériel, etc. On a tout ce qu'il faut, on peut acheter du matériel, des matériaux, etc. Là, on fait vraiment avec ce qu'on a. Et on stocke aussi. Alors ici, les deux photos que vous avez, donc ici on est dans la maison de retraite et en bas on est chez Grand Costaud. Alors, c'est aussi stocké et c'est aussi du Capharnaüm. C'est une esthétique bien particulière aussi. Il y a l'esthétique des bocaux, des bouteilles, de l'eau, etc. Il y a l'esthétique du Capharnaüm qu'on voit régulièrement. Alors déjà parce que les gens sont pas dans le soin de leur appartement, rangés, de toute façon ils ne reçoivent personne, qu'il n'y a de toute façon pas de système de collecte de déchets pour trier, et donc du coup c'est un peu le bazar. Mais c'est aussi un peu le bazar parce qu'on dit que ça pourrait toujours servir à quelque chose. Et là on voit, évidemment le distributeur, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien dedans, mais voilà, on ne prend pas vraiment soin de ces affaires, et en même temps on les garde au cas où on en aurait besoin. Alors, le bricolage, c'est aussi faire avec ce qu'on a, et par exemple les vêtements. Donc là, pareil, on est 10 ans après, il n'y a pas de système de mode de production de vêtements. On fait de la récupération. Donc Becky, qui était un personnage phare de Sweet Tooth, là on voit qu'elle a récupéré un bouton de jean, on ne sait pas vraiment d'où, qui n'est pas vraiment à sa taille, mais elle découpe les manches. En bas, on voit qu'elle a le sous-titre, mais elle a récupéré aussi une doudoune un peu, elle a sans doute un peu trafiqué les manches aussi, et puis elle a mis une ceinture, on ne voit pas parce qu'il y a les sous-titres, mais elle a mis une ceinture pour l'ajuster à sa taille. Donc c'est aussi un peu une esthétique un peu punk, c'est-à-dire que je fais avec ce que j'ai, et qui rappelle en fait des mouvements aussi français, on fait avec ce qu'on a. C'est vraiment du bricolage. Voilà. Alors, il y a plein d'autres moments comme ça où on a le docteur Adi, par exemple, qui a cassé ses lunettes avec du scotch sur ses branches, par exemple. Ici, la dame qui essayait de trouver une boîte de conserve tout à l'heure, Sophia, elle a bricolé un système de récupération d'eau
récupéré un jerrycan, qui a un système de bricolage en fait pour sa survie. En bas à gauche, vous avez quand même un bar qui existe dans Sweet Tooth, mais vous voyez avec quoi on boit, c'est pas des verres traditionnels, on boit avec des bocaux, de la récup. Et puis là aussi, toujours dans le même bar, vous avez de la récup avec comment dire, peut-être du citron, des infusions, des décoctions, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça ne correspond pas bien forcément aux normes de ce qu'on a l'habitude de boire. Des fois, on fabrique ses propres trucs aussi. Mais en tout cas, ce n'est pas dans les beaux emballages. Il n'y a pas de production d'emballage, il n'y a pas de normes habituelles. Donc, il y a une forme d'ingéniosité qu'on peut voir à travers, notamment plutôt à travers Sweet Tooth, parce que ça fait 10 ans que les personnages ont le temps de mettre en place des choses. Dans l'effondrement, c'est un petit peu moins le cas. À la troisième, c'était de montrer la maison de bus que Richard a fait dans Yellowstone. Alors, on voit, c'est pas une maison, c'est un peu la maison plutôt de Blanche-Neige et les Sept Nains, en fond de l'hôtel. Elle a tenu 10 ans, elle a abrité, elle a joué son rôle. Il y a un jardin aussi qui est fait avec, pareil, un système d'irrigation disponible. Mais ça suffit, c'est bien, ça a permis à Gus d'être protégé, d'avoir une vie plutôt bonne. Mais c'est du bricolage. On voit aussi l'intérieur, on voit qu'il y a des récupérations de planches, on voit, voilà, il retourne après l'avoir abandonné un petit moment, mais on voit que il y a un lit, il peut dormir correctement, mais tout est fait à la main. Alors le troisième élément intéressant autour de la technique, c'est la persistance des techniques qui sont robustes. C'est assez flagrant dans Sweet Tooth qu'il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de smartphone, ça n'existe pas, il y a très peu d'électricité. Le Wi-Fi, les 3G, 4G, mais c'est complètement rayé de la fiction, il n'y a plus rien. Par contre, on voit que les avions qu'on arrive à réparer soi-même, qui sont peut-être pas trop électroniques, ils continuent à voler. Et c'est à eux qu'on fait appel quand si vous avez aimé le gros costaud qui viennent sauver les enfants, ils vont rencontrer ces pilotes et aviateurs qui réparent leurs avions. Il y a beaucoup de choses sur la robustesse autour des moyens de déplacement. Tout à l'heure, en rigolant, je disais il n'y a pas de Tesla. Il y a plutôt un bateau qui a l'air de fonctionner soit à l'essence, soit au charbon. On voit ici les voitures, les vieilles Cadillac, c'est du costaud, c'est de la Jeep, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Ici, vous avez deux communautés, on va dire, deux groupes qui se rencontrent. Le groupe du Texas, et puis c'est le groupe de l'armée des derniers hommes, avec le groupe des plaines d'Utah, qui eux maîtrisent l'agriculture et qui sont là contre à cheval. Et puis des camions, assez vieux camions, qui résistent. Et d'ailleurs, Aimée sait réparer son camion. Elle a appris avec son père, elle en a besoin à un certain moment. Ouais, donc c'est vraiment le robuste qui est important, les lampes tempête, les lampes pétrole. On a, tout à l'heure, on a clairement, Marianne a commencé à en parler, avec Plague, avec Yellowstone. On a le chemin de fer, la conquête de l'Ouest, très américain, aussi les imaginaires qui sont proposés. Il ne faut jamais oublier que c'est des séries qui baignent dans une certaine culture, qui doivent parler à leur public. Et puis les bus. Ici, vous avez aussi les bus, ils sont jaunes, les bus des school bus, qu'on voit dans plein de fictions. Là, ils sont kaki et ils fonctionnent toujours très bien. Voilà. Les communications aussi. Là aussi, c'est la persistance des talkie-walkie des radios. Ici, vous voyez Wendy qui essaye de communiquer avec les gens qui vont les sauver. C'est de la radio. On voit la maman de Gus ici, pareil, il y a une sorte de radio talkie-walkie, on ne sait pas trop. Pour un plan de bataille et développer
bricolage aussi, hein, mais on fait des choses qui viennent de l'eau. Voilà. Le robuste, aujourd'hui, c'est des questions qui sont posées, enfin, c'est des thématiques qui sont de plus en plus traitées en école d'ingénieur aussi. Hein, des questions, quand on conçoit, quelle direction on prend, est-ce qu'on prend un truc peut-être un peu robuste qui va durer longtemps ou pas? Ça, c'est des vraies questions qui se posent aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Oui, et ce qui est intéressant aussi pour revenir à un historien des techniques qui s'appelle David Edgerton, plus les philosophes des techniques dans les années 80-90 qui nous disent souvent la technique, la technologie, on va penser qu'aux innovations, aux dernières sorties high-tech, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours des vieilles techniques qui résistent. Hein. On continue à utiliser des bougies, par exemple, on va continuer à utiliser le vinyle, par exemple, pour écouter de la musique. Alors évidemment, c'est rien par rapport à l'écoute de playlists, etc., mais il n'est pas mort. Et dans certaines circonstances, les vieilles innovations ont encore un peu d'intérêt. Les vêtements aussi, oui, alors là, je peux montrer l'extrait qu'on a entendu. C'est assez intéressant, c'est que dans l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que la maman de Gus, quand tout s'effondre, elle comprend qu'il y a plus de chances qu'elle puisse communiquer avec son fils avec une cassette. Et donc, elle enregistre des choses à lui dire. Il se trouve qu'évidemment, donc ça marche. Mais pourquoi? Parce que son papa, il a gardé un Walkman des années 80. Ça doit parler, ou un balade, ça doit parler à un certain nombre d'entre eux. Et voilà, donc là, c'est le moment magique où Gus va pouvoir entendre sa maman, notamment grâce à un vieil technologie. Et puis le robuste, c'est aussi les vêtements. Où là, on voit, il y a des pulls en laine. Vous voyez, Aimée, elle a un pull en laine, elle a un peu l'esthétique western avec le bandana aussi. Donc on va garder des matières nobles qui tiennent chaud, qui sont un peu résistantes, qui sont peut-être un peu passées de mode, mais en tout cas qui parlent. Voilà, du tout, et la chemise de bûcheron, c'est pareil, là, on est plein dans l'imaginaire nord-américain. Et puis les treillis, on est en situation de guerre aussi un peu dans ce pays. Oui, on est libre aussi, c'est intéressant, des vieilles technologies. Et alors, la question de la consommation aussi, est-ce que c'est toujours quelque chose qui parle, comment on consomme? Alors, justement, il y a des choses assez intéressantes. Dans Effondrement, Marco passe son temps, il essaye d'occuper comme il peut les résistants, la dizaine de résidents. Et il y a une séquence assez intéressante où il donne des mots croisés à ses résidents, puis il les récupère quand ils ont fini, puis il gomme. Et voilà, il les réutilise. Il faut dire aussi que certains résidents n'ont plus trop de mémoire. Mais en tout cas, c'est un clin d'œil. Effondrement, c'est une série qui se revendique collapsologue, on va dire. Et donc, il est aussi là pour faire réfléchir à une façon de consommer. Et justement, il y a un extrait qui, comme ça, qui paye pas de mine et qui nous envoie une pique. C'est dans le supermarché, c'est l'épisode 2. Et c'est voilà, c'est l'épisode 2. Oui. Donc là, juste pour dire, on est à J+5. Donc on sait que ce qui a déclenché les pénuries, c'est qu'il y a eu embargo sur l'essence. Donc, embargo sur l'essence. Donc les pays producteurs gardent l'essence et le pétrole, et ça engendre des pénuries partout. Et là, on est dans un supermarché qui ne reçoit plus, en fait, qui n'est plus livré. Et donc on avait dit à 2 donc là, c'est un court extrait aussi. Donc c'est Omar qui est caissier. Ouais. Et on l'appelle. Donc là, comment ça va?
projet? Si vous n'en avez pas absolument rien, c'est qu'il n'y en a plus, monsieur. Je suis désolé, on a eu un petit problème de livraison sur la région. Vous savez, c'est à cause des pénuries d'essence en fait. Merci. Et par rapport à la pâte à tartiner, c'est... Ah non, ça c'est parti encore privé ça. Merci. C'est très court, mais vous voyez que ce qu'on va stocker en premier, c'est la pâte à tartiner. Et un peu moins. Alors pendant le Covid, on a eu des pénuries de farine, donc la farine, on peut dire que ça fait un peu. Et c'est une petite pique aussi qui nous est adressée. Et puis la dernière chose, et après je vais conclure. Ouais, non, on peut encore parler. Juste penser à la prochaine. Il y a un peu de technologie quand même dans ces deux séries, mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est plutôt, elle est plutôt du côté des méchants. Et là, typiquement les drones, on voit dans Effondrement ou dans Sweet Tooth, eh bien, les drones sont guidés par les méchants. Alors ici, on voit un drone qui surveille les arrivants près de l'île, l'île étant un refuge pour personnes riches. Et là, on voit le drone qui lit une carte. Cette personne-là, elle a son droit d'entrer sur l'île, tout va bien. Un peu avant, on se rend compte que les gens qui essayent de rentrer sans carte, ils sont abattus par le drone. Et puis là, on voit le chef des derniers hommes qui poursuit Aimé et Big Man dans la camionnette aussi pour leur faire mal. Et puis sur votre gauche, vous avez aussi un peu de technologie qui est au service des méchants. Je ne sais pas s'il faut en conclure. Mais en tout cas, c'est pas bien. Et côté politique, ouais, j'en parle un petit peu parce que c'est assez intéressant. Marianne en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce que ça nous montre? Pas des choses pas très drôles, enfin, ça dépend ce qu'on pense, mais en tout cas, déjà l'État n'existe plus, il a complètement disparu. En réalité, c'est seules les petites communautés qui ont prévu les choses à l'avance, suite à ce qui est des inégalités, ou la bonne volonté de certains individus, qu'il y a un semblant d'humanité qui existe. Il n'y a pas de service de secours. Là, la police, dans cet extrait-là, elle est attaquée par la population parce que là, il n'y a plus d'essence, que le policier réagit. On a l'impression aussi que l'essence, il voudrait bien qu'elle soit pour lui. On ne sait pas si c'est au nom de son mandat de policier. Donc, ça ne se passe pas très bien. Donc, les institutions sont critiquées. L'hôpital subsiste un petit peu dans ce tout. Mais en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de décisions qui sont prises. Il n'y a pas de secours. Les décisions qui sont prises. L'école n'existe plus. Les médiathèques encore moins. Donc, ça disparaît. Et tout est mis en fait sur l'échelle locale. Les communautés. La démographie, on l'a déjà vu. Voilà. Alors, les communautés, là, il y a le hameau, par exemple, que vous vient de voir. Donc ça fait 15 ans qu'ils préparent en fait cet endroit d'accueil où ils commencent à stocker, à s'organiser. Vous avez la réserve d'Aimé, donc l'ancien zoo qui est le aménage pour recueillir les enfants. Et puis vous avez l'île. Alors on la voit en filigrane, on la voit jamais dans la série, mais voilà, on voit des buildings. Il faut payer très cher, vraisemblablement être assez riche. Donc c'est une critique aussi des inégalités dans l'effondrement. C'est une série qui dénonce beaucoup les choses, alors parfois avec plus ou moins de nuances. Et il se trouve que cette dame-là, on la voit dans le dernier épisode, c'est la ministre de l'Environnement, qui pendant tout le dernier épisode dit que non, tout va bien se passer. En réalité, on apprend qu'elle sait et qu'elle a juste raté le jet privé pour aller sur son. C'est un peu avec des gros sabots, hein. Ça dénonce les choses, il ne faut pas y voir du complotisme ou quoi que ce soit. Ça pose des questions intéressantes. Mais en tout cas, l'échelle qui va bien, politique, c'est l'échelle, la petite échelle de la communauté. Comment les décisions sont choisies? Par exemple, sur le hameau, la démocratie, c'est qu'un conseil, les membres, il n'y a pas d'élection vraisemblablement, le conseil change toutes les semaines. Et il y a des discussions. Alors, par exemple, il y a 36 personnes qui arrivent là, dans ce petit convoi, dans ce hameau, et il y a beaucoup de discussions pour savoir si on les garde pas. Et ils disent
discussions intéressantes qui montrent que les valeurs sont discutées. Quand les gens arrivent, on leur demande des conserves, des médicaments, et on leur demande ce qu'ils font dans la vie. Et alors, on voit que le papa et ses petites filles, il est vendeur de logiciels pour imprimante, donc il est largement méprisé. Par contre, arrive aussi un ébéniste et des sages-femmes qui ont un peu plus d'utilité pour la communauté. Alors on va spoiler et finalement les 36 sont gardés parce que y a des discussions, il y a une forme d'humanité quand même, il y a des décisions sous forme de conseil. Donc on repense aussi les modes de décision, qui décide de quoi. Et il y a toujours des conflits. Autre point un peu pessimiste quand même. Alors, c'est aussi parce que c'est de la fiction, c'est des récits, il faut qu'il y ait des méchants et des gentils, sinon ça ne fait pas une histoire, on ne regarde pas jusqu'au bout. Mais il y a quand même des conflits. Donc ici, l'armée des animaux qui défend les enfants contre l'armée des derniers hommes, avec des choses assez brutales. Et puis la dernière forme de conflit en forme de quoi en forme de moralité, c'est un conflit, ici Marco qui essaye de défendre ses résidents, qui essaye de récupérer toutes les conserves qu'on va lui voler. Et si vous avez un convoi, les deux personnes au premier plan, ce sont les gens qui avaient une station essence qu'on voit à l'épisode 2 et qui vont vraisemblablement au hameau ou dans un endroit un peu similaire. Et c'est un épisode très dur où Marco essaye de sauver ses résidents et voilà, il y a des questions d'éthique fondamentales. Comment je les nourris? Est-ce que il y a des questions d'euthanasie aussi, c'est assez terrible. Avec les gens qui disent mais tu es jeune, profites-en, viens avec nous, plus rien à faire. Voilà, donc des conflits entre des personnes pour survivre et des conflits aussi moraux. Eh bien, déjà, merci pour votre écoute et on espère que ça vous a intéressé. Donc, on voulait juste aussi vous dire que c'est la première fois qu'on présentait comme ça notre travail autour de ces séries. C'est la première fois qu'on le fait de cette façon-là. C'est un peu d'expérimentation aussi pour nous. Et ce qu'on souhaitait aussi vous montrer, c'est qu'à travers l'analyse de ces séries, le visionnage, on fait des détours pour réfléchir à des problématiques qui nous touchent aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que pour nous, c'est vraiment un support de réflexivité, ces séries-là. On n'est pas collapsologue, ni l'une ni l'autre. Et voilà, on espère que ça vous a intéressé. Peut-être que vous avez aussi des séries ou des questions que vous souhaiterez qui parlent de ça et que vous allez partager avec nous. D'autres questions, parce que finalement, on a des questions, comment on prend soin dans ces mondes-là, quelle technique on veut, comment on s'organise, comment on pense notre rapport à la nature, ou ces trois prismes-là qu'on a mis en évidence, et peut-être que vous, en voyant les choses, ça ou d'autres questions, il y a peut-être d'autres questions que ça vous pose, d'autres questions que merci beaucoup. J'ai une question. D'après les films, pas le film, je suis étonné parce que quand les gens sont en mode réduit et qu'ils sont ennemis, il y a un stress. Dans le film, on voit qu'un stress. Les gens ne vont pas stresser. Et je pense que dans le démon, à la fin, comme ça, on revient au mode tribu, c'est vraiment la guerre entre les gens. Par exemple, le hameau, là, l'idée qu'il y a un convoi qui arrive, est-ce qu'on les intègre ou pas au hameau, est-ce qu'on a assez à manger, etc. Alors là, il y a une sacrée tension parce que les gens qui arrivent entendent les discussions du conseil, ils sont persuadés qu'ils ne vont pas être accueillis. Et du coup, ils veulent voler certaines provisions et il y a un meurtre qui se fait. Donc là, on voit vraiment une source de stress hyper intense, une dame qui est un peu paranoïaque, c'est d'ailleurs la seule actrice un peu connue de cette série qui est Brigitte Hérault. Et elle incarne une forme de stress très intense, et un peu paranoïaque aussi.
gérer moins. Dans un temps de survie, il n'y a pas... parfois, nous est montré quand même des moments de solidarité entre les personnes qui se soutiennent, mais c'est souvent, vous avez raison, c'est très stressant. Peut-être plus dans l'effondrement que dans le Sweet Tooth, en fait, c'était aussi une série un peu destinée aux adolescents, aux enfants, aux adolescents. Donc, surtout la première saison, je trouve, elle est plus douce. Après ça c'est une BD à l'adolescence. Les maladies ont disparu aussi, elles se sont effondrées. Oui. Alors, j'essaie de réfléchir. Ensuite, toute elle est là, elle est toujours là. Elle a toujours le virus. Parce qu'à l'heure actuelle, elle augmente à une vitesse grand V, avec toujours des nouvelles maladies. Donc, qu'est-ce que ça devient, tout ça? C'est pas trop traité, c'est pas... C'est une maladie et il y a très peu de médecins aussi de survivants, donc je pense qu'il n'y a pas tellement de recherche aussi qui est faite. Il y a un médecin, le docteur Ali, qui voue sa vie à essayer de trouver un remède. Mais c'est vrai que dans l'effondrement, c'est pas traité. On a juste à un moment donné la petite fille qui a une gastro. Le niveau a été peu évoqué aussi. C'est pas en théorie un problème principal de survie. Et il n'a pas été évoqué au niveau de la pollution, de la consommation de cette eau. Si l'eau planétaire est contaminée, toutes les espèces disparaissent. C'est pas évoqué. L'eau potable, non. Il y a juste si, il y a eu un épisode sur la centrale nucléaire, mais c'est pas sur le réseau d'eau pour boire. C'est qu'à un moment donné, il y a un fleuve qui est trop bas, qui n'arrive plus à refroidir une centrale nucléaire. Là, c'est les humains qui vont essayer de rajouter de l'eau pour éviter que ça se fasse. Voilà, mais c'est vrai que l'eau potable n'est pas... C'est moins une question de pollution dans l'effondrement que de pénurie et de déplacement et de flux. Les deux séries ne traitent pas non plus la question de la pollution. Non, ni dans Sweet Tooth, ça ne traite pas toutes les problématiques. C'est vrai que souvent ça rentre par une question et une thématique. Et ça reste quand même des... Alors l'effondrement, je dirais, c'est quand même plus grave dans le ton que Sweet Tooth, qui reste quand même une série diffusée sur Netflix. Voilà, c'est aussi un... Il faut bien se dire que c'est un objet médiatique de divertissement. L'effondrement, c'est un peu plus militant. On parle de survie et de l'humanité qui va durer. Alors moi, ça m'amuse quand même qu'on voit qu'on parle de la maison de retraite par rapport à la survie et à le futur. Et par contre, ma question, c'est est-ce que les enfants animaux arrivent, eux, à prendre le pouvoir, entre guillemets? Est-ce qu'ils arrivent à s'organiser eux-mêmes sans les vieux et les gentils qui veulent bien s'occuper d'eux? Enfin, c'est ça qui serait important pour moi de savoir. Donc je ne sais pas si ça le dit, si la série le dit. Un peu, oui, ils s'en reviennent dans cette image-là qu'on nous a... Excusez-moi, c'est mal logé. Voilà, cette image-là. En fait, ils finissent par faire un petit groupe entre eux et à s'entraider, à lutter ensemble pour leur survie, mais aussi pour comprendre d'où vient ce virus et pouvoir préserver l'espèce hybride dans le futur. Parce que la problématique qui se pose à eux, c'est que si jamais ils arrivent à soigner les humains, cette espèce-là hybride va disparaître, puisque les humains vont pouvoir refaire des enfants totalement humains. Et si eux persistent, l'avenir de l'humanité, c'est eux, c'est l'hybridation. Voilà. Alors après, sur les questions du pouvoir, je crois que la série n'est pas finie. L'enjeu, c'est en fait la cohabitation aussi entre les humains
humains comme nous, on va dire, qui ont des enfants hybrides et qui essayent de les élever. Il y en a très peu, mais qui ils sont considérés comme des égaux. Et c'est plutôt un équilibre à trouver que on ne se projette pas tellement sur qui va subsister. Quand on regarde la série, on ne devrait pas déplaisant que ce soit Dans le comics, il est en 3 tomes, mais il y a un 4e tome où justement ça raconte la suite, c'est pas 20 ans plus tard, mais plusieurs années plus tard, où les enfants ont fait une société, sans vouloir trop dévoiler. Voilà. C'est plutôt optimiste. Sachant que le comics, il a un trait assez anguleux, il est beaucoup plus sombre que la série, qui est un peu Disney à mon goût, qui se laisse regarder, mais voilà, c'est vrai que le comics, il est beaucoup plus sombre dans le trait du dessinateur, de l'illustrateur. Ça, c'est vraiment, comme vous disiez, tout public, on peut voir ça avec des enfants sans problème, ce qui gomme les traits beaucoup plus sombres du comics américain. Je pense que l'objectif de la série, c'était pas tellement de proposer quelque chose de sombre, c'était plutôt de proposer un divertissement plutôt en ciblant les enfants et les ados. D'ailleurs, le personnage du petit Gus et les parents, moi j'ai rien, parce que les parents ils se laissent quand même toucher par ce personnage, ils ont envie d'en prendre soin, etc. Mais c'était peut-être pas. Nous, on en a fait un objet de réflexion, mais c'était peut-être pas l'objectif de départ. Et la BD date de quand? Le comics, vous dites? Elle est récente, elle a une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a des séries ou dans le domaine de la collapsologie qui parlent de la fin du monde, pas la fin du monde, mais des changements liés au climat? Et il y a une actualité, aujourd'hui, on sait qu'on a explosé l'accord de Paris avec les 1,5 degrés, bien avant la date, on a atteint 1 degré. Qu'est-ce qui est votre vision là-dessus? Comment pensent les étudiants aujourd'hui vis-à-vis du principal enjeu de notre survie des questions? Ils ont des cours. Je pense qu'ils sont de plus en plus au courant des limites planétaires, la question du climat, elle est traitée des ressources, les différentes limites qui tombent. Qu'est-ce qu'ils pensent? Je ne sais pas, certains sont très atteints, d'autres moins, et semblent. Après, ce serait difficile de généraliser. On a parfois vraiment des étudiants inquiets qui sont presque un peu paralysés, et puis d'autres qui font comme si c'est les différents scénarios, le business as usual, et le climat. En série, je ne sais pas, mais les films Mad Max qui parlent de ça. La planète qui a été complètement asséchée. Et puis la lutte pour l'eau aussi. Oui, la lutte pour l'eau. Il y a un bouquin qui s'appelle Le ministère du futur, c'est pas une série, de Ken Robinson, qui justement, le ministère du futur, il s'organise justement pour gérer ces questions de climat, et ça commence par une canicule épouvantable en Inde, en 2025, je crois. Et voilà, c'est un ouvrage qui a beaucoup fait parler de lui, peut-être il y a 1 an à peu près, le ministère du futur. Et là aussi, il y a différentes positions, différents acteurs, personnages qui jouent un rôle. Question. Dans vos étudiants, il y en a. C'est bon? Oui. J'avais une question sur l'émergence. Quels sont les acteurs un peu à l'origine de ces séries? Est-ce que vous avez étudié un peu les financeurs, les producteurs des séries? Quels étaient leurs statuts? Vous avez parlé de la théorie des fondements, et du coup, mettre en fiction, en scène, un peu leur théorie, ça peut éventuellement servir une idéologie. Voilà. Dans les fondements, les parasites, donc ils ont quand même été diffusés par Canal+, donc assez
Pas par exemple, pas dans la série, après peut-être le comics, c'est des gens qui se relancent. Et du coup, dans Sweet Tooth, a priori, on parle plus sur le divertissement parce que c'est des thématiques à la mode, ou est-ce que c'est. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui essaient de réfléchir à un futur possible Avec les séries. Avec Sweet Tooth, par exemple, est-ce que c'est des scientifiques qui nourrissent ce projet Je peux me permettre, Sweet Tooth, ça a été produit par l'acteur Robert Downey Jr. qui joue dans Iron Man. Il a produit ça avec son épouse et il voulait que ça soit un divertissement familial. Dans vos étudiants, est-ce qu'il y en a qui ont émis l'hypothèse de ce genre d'effondrement, qui serait en fait la libération de tous les virus enfermés, prisonniers dans le permafrost depuis des dizaines de milliers d'années? Peut-être qu'en biosciences, ils travaillent là-dessus. Alors. Parce que là, c'est le Covid, oui, d'ailleurs, il y a des scènes qui portent des masques et c'est assez bluffant de voir ça en 2021-2022, alors que la série a été pensée, enfin, la BD a été pensée avant. parce que là, c'est parti, le permafrost. Oui, c'est un série aussi, et je suis sûre que ça doit exister. Parce que c'est vrai que c'est assez inquiétant aussi. Mais nous, on n'est pas prof de sciences dures, de bio, ni quoi que ce soit, donc on ne fait pas travailler dessus. Autrement, juste pour information, en cas de guerre nucléaire totale, c'est pas la peine d'essayer de survivre. Vaut mieux essayer. Enfin, moi, j'ai l'impression que les cas dont vous parlez dans Sweet Tooth, c'est des choses qu'on retrouve depuis longtemps, même dans la littérature. Je pensais à Ravage de Barbarella. J'ai pas pensé en lisant le comics, j'ai pas vu la série, mais la façon dont vous en parlez, ça me renvoyait à Ravage de Barbarella, qui date des années 40. C'est le règne animal aussi. Oui, qui ressemble à cette idée commune comment on cohabite, en fait, et avec des rejets, certaines parties de la population qui les rejettent, notamment les parents de ces enfants, et ça c'est. J'ai pas vu les séries, mais pour reprendre ce que disait mon voisin, pour du stress. Est-ce qu'on voit une exacerbation des comportements, à savoir, si je reprends le Covid, des gens qui étaient très cool, puis d'autres qui me précédaient au supermarché avec 20 boîtes de compotes et 4 paquets de PQ, vous voyez ce que je veux dire. Donc, qui remplissaient des placards. Et d'autres qui sont, quand on voit par exemple des catastrophes qu'il peut y avoir, les gens qui n'ont rien donnent encore le nécessaire pour aider leurs voisins. Donc il y a cette on tire sur l'élastique de la morale, je ne sais pas. Ça, je trouve qu'on voit quand même dans le fait que c'est une avancée sur la partie dans les comportements. On voit un peu ça parce que le jeune caissier là, donc avait prévu de partir avec ses amis qui s'en vont dans le hameau, d'ailleurs dans le hameau, voilà. Lui, il ne peut pas partir parce qu'il dit moi j'ai pas de filet de secours. Lui, il est plutôt issu d'une classe populaire, etc. Il dit moi je ne peux pas partir parce que j'ai pas de secours si jamais il se passe quoi que ce soit. Et par contre, il va tout mettre en œuvre pour aider ses camarades qui eux peuvent partir à s'enfuir et à prendre de la nourriture. Donc dans Sweet Tooth, il y a les méchants, qui sont les derniers hommes, et les gentils. Voilà. Donc c'est facile de connaître. Un peu plus dans la il y a des moments de. La scène où ils se bagarrent pour les boîtes de conserve, c'est très dur. En gros, ils disent aux jeunes, mais laissez tomber, viens avec nous, t'es jeune, il faut en profiter. Enfin, faut en profiter, il faut survivre. Et en même temps, ils sont très gentils avec lui, ils nous changent de moralité, mais c'est insupportable quand même. Oui, il y a des comportements très égoïstes.
bien. Et puis d'autres au hameau qui se disent bon bah oui, ça va être compliqué d'accueillir 36 personnes, mais enfin on va les laisser dans la croissance. Oui, ça nous fait réfléchir peut-être aussi un peu nous sur ce qu'on ferait à leur place. C'est le but de ces séries, si on les prend sur le mode, pas le mode divertissement, c'est très bien aussi, mais ça peut nous faire dire, bah là, il se passe ça, je fais quoi? Moi, je me suis posé la question, je fais quoi? J'ai un salon là, dans mon petit appart, et un jour, je suis même allée voir dans mon armoire, je trouve, il y a combien de temps? Alors, avec un Zoya de 18 et 22 ans, je suis pas très jolie, mais comment? Et comment je peux pousser des carottes, j'irai où? Ça nous imprègne quand même, ces imaginaires, l'imaginaire de la survie, de la fin du monde, de la fin du monde de consommation, de la pénurie, tout ça. C'est des choses qui quand même nous marquent. Parce que dans des situations comme ça, on peut se demander si on va s'entretuer ou s'entraider, quoi. Moi, ça je pense. Comme il n'y aura plus de justice, plus de droit, plus de loi, on est autorisé à tuer pour un laisser, quoi. Alors, il y en a quand même des lois tacites dans le Conseil, on discute, il y a une démocratie, en fait. Mais c'est vrai qu'après, tout dépend qui a le pouvoir. Ouais. On voit souvent un groupe plus fort venir, le groupe qui est bien hiérarchisé, où ils étaient bien organisés, détruire tout ça, tuer, et on repart. C'est pour ça que tous ces petits jeunes gens-là, ils vivent dans la forêt tranquille, toujours isolés, parce qu'ils ne veulent pas vraiment être au contact des autres. Est-ce qu'on a une idée, une analyse des faits? L'humanité a subi pas mal de stress et il y a des groupes de population qui ont dû faire face à des catastrophes. Ils ont réagi d'une certaine façon, peut-être la même que celle-là. Est-ce qu'il y a un parallèle, est-ce qu'il y a une description de la manière de laquelle les populations ont réagi dans l'histoire? Et est-ce qu'on peut la comparer, est-ce qu'on pourrait la comparer à celle que vous avez mis en évidence, qui est basée sur une imagination et pas sur les faits. Enfin, bon, l'idée n'était pas de critiquer, mais de comparer par rapport à une réalité éventuelle. Quand on regarde ces deux séries, encore une fois, il y a des choses. Tout n'est pas décrit en détail, c'est des bribes de choses. Et il y a souvent des comportements qu'on a déjà vus. Effectivement, conserver un maximum de choses, vider les rayons du supermarché par peur de manquer, ça peut arriver. L'entraide, on en a parlé, vous pouvez dire un truc, mais je ne sais plus. Si, moi, votre question, c'est difficile de répondre, mais moi, ça me fait penser aux survivalistes. Il y a quand même une communauté de personnes qui ont un bunker, qui savent qu'elles pourraient vivre tant d'années avec tous les médicaments, de l'eau, etc. Donc, moi, ça me fait penser un peu à ça, le rapprochement que je pourrais faire. Le hameau, c'est un peu plus détendu et ouvert, mais ils ont quand même un comportement de survivaliste, c'est d'avoir tout prévu. S'il vous plaît. Oui. Dans la mesure où c'est des fictions, évidemment que les scénaristes s'inspirent du concret, du réel et survivaliste. Le marché noir, chez nous, il n'y a pas si longtemps, on ne l'a pas oublié, puis les gens étant ce qu'ils sont, ça reviendra toujours avec d'un côté les profiteurs, de l'autre les gens qui ont un peu de générosité. Et puis voilà, quoi, ça n'a pas prétention à être de haute réflexion philosophique, mais ça se nourrit du quotidien et de la vie réelle. Et si on veut se ramener directement à l'actualité, quand on voit ce qui se passe avec la remise en cause de tous les accords internationaux, des règles qui régissaient jusqu'à hier ou avant-hier
l'équilibre mondial, eh ben, on a ces jours-ci la démonstration, tout peut arriver et qu'on peut se dire que le pire n'est jamais sûr. Voilà. Souvent, vous utilisez la fiction aussi comme ça, catastrophiste, pour dire ça nous montre le pire, ça nous permet de nous en prémunir, voilà, en réfléchissant avec ces séries ou ces films, etc. En fait, maintenant, il y a beaucoup de philosophes ou d'auteurs ou d'autrices qui disent mais finalement, ce serait mieux d'être plus vertueux dans ce qu'on montre, voilà, pour pouvoir se projeter dans quelque chose de plus positif, en tout cas de montrer des avenirs possibles autres que ceux de la catastrophe. Malheureusement, ceux qui ont le pouvoir économique, ça ne les intéresse pas ce problème. Et c'est eux qui sont aux manettes, alors il faut faire avec. Et puis chacun de notre côté, on peut essayer de mettre un peu le frein, de réagir et de garder notre pensée. Excusez-moi, j'ai juste une petite question. Vous avez parlé des technologies et surtout de la durabilité de certaines. Quand on voit maintenant qu'il y a beaucoup ces nouvelles technologies qui ne durent pas longtemps, qu'il faut changer régulièrement, et cet apprentissage que nous, exemple, moi je ne saurais pas régler les problèmes de ma voiture, mais il y a plein de choses qu'on n'apprend pas forcément dans notre société maintenant, donc on repose beaucoup sur les connaissances qu'on a sur YouTube, Internet, et je me dis, tous ces enjeux de technologie dans notre société actuelle, comment vous le percevez? Vous parlez encore une fois de cette durabilité. Nous, est-ce qu'on a encore une société qui permet cette durabilité sur les nouvelles choses? Alors oui, on travaille avec Internet sur l'idée de la nécessité d'une culture technique, parce qu'on part du même constat que vous, la question des boîtes noires. Moi, c'est pareil, il y a 30 ans, je pouvais faire la vidange de ma vieille Clio. Maintenant, je joue le capot de ma voiture, je ne sais pas du tout. Alors, en fait, c'est cette. Parfois, on ne se dit même pas qu'on peut maintenir, réparer. Alors, parfois, les objets sont à juste titre fermés, verrouillés pour des questions de sécurité. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut tout rendre possible. Mais en tout cas, c'est des vraies questions aussi de rapport plus de proximité avec les techniques, avec le low-tech, par exemple, dont on parle beaucoup, qui essayent d'aller vers ça. Alors, on ne peut pas tout faire en low-tech, c'est des choses qui sont durables, qui sont liées à des besoins et qui sont accessibles aux utilisateurs qui peuvent réparer, etc. Donc ça, c'est des thématiques qui émergent, qui se développent. Un certain nombre de nos étudiants travaillent dessus, ça leur parle. En sciences humaines et sociales, chez nous, il y a plein de chercheurs, c'est peut-être parce que ça nous intéresse qu'on va les trouver, mais qui remettent en évidence l'importance de la maintenance, de bien connaître nos objets, de les réparer. Là, ce petit bouquin, je voulais lire un passage sur le bricolage, le do it yourself. Alors, c'est aussi des fois un business, et puis il ne s'agit pas de tout faire nous-mêmes. Il y a des choses dans la voiture, il ne vaut mieux pas quand même que je la fasse moi-même. Mais il y a tout un. Ça, c'est des choses qui sont travaillées. Encore une fois, ce n'est pas à la majorité, mais il y a un mouvement d'intérêt, de rapprochement un peu avec les technologies à quelques endroits aussi. Et ce que vous dites là, je trouve que ça, dans l'école, dans le travail, je trouve que ça apparaît de façon plus importante aujourd'hui qu'il y a quelques années. Même nos étudiants, ils parlent de réparation, ils parlent de texte, ils parlent de robustesse, de durabilité, alors que c'est des thèmes qu'on ne voyait pas trop apparaître dans l'école. Mais est-ce que ce n'est pas parce que justement, avant, les choses duraient longtemps? Mais on voit avec les frigos, toutes les... Maintenant, ça doit durer 1 an avant de... Oui, l'obsolescence programmée, c'est ça. Il y a des lois qui essayent de lutter un peu contre ça. La couture revient à la mode, le tricot revient à la mode, tout ça, c'est des choses qu'on ne vit plus il y a quelques années qui reviennent à changer. On a plein de choses qui font du tricot, qui font du crochet aussi. Encore.
a une assoce de couture, etc. Pour les Est-ce que cette projection future fait que pour vos étudiants, il y a vraiment la volonté d'apprendre des choses robustes plutôt que de se reposer sur la technologie? Exemple. Peu d'étudiants maintenant savent faire du calcul. Maintenant, il y a le fait, on a la formule mathématique qui tombe, c'est plus faire l'intégrale. Enfin bref. On ne va pas revenir à l'ère de la règle à calcul, mais néanmoins, s'il y a une panne d'électricité, il faut savoir se débrouiller un peu soi-même pour plein de choses. Et est-ce que par rapport à l'enseignement des ingénieurs de demain, ça c'est devenir citoyen, est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça? Alors là, nous, alors, ça va plutôt être avec nous sur l'humanité sociale que l'on pose des questions. Je suis sûre, on a des collègues qui forment au modèle, par exemple, à ces choses-là, mais sur devenir aux éléments basiques, on a certains. Alors après, c'est difficile de parler pour des collègues, on va parler pour tous les élèves, mais depuis, on en parlait tout à l'heure, mais en 2015, quand il y a eu la grève du climat, je sais que quelqu'un avait évoqué l'histoire du climat, nos étudiants s'étaient mis aussi en grève à l'INSA et avaient demandé à ce que dans leur formation d'ingénieur, les questions des enjeux pour la transition écologique soient davantage traitées. Et ils avaient donné comme exemple, par exemple, en génie civil et urbanisme, qu'on leur apprenait que à utiliser du béton et pas d'une nouvelle matière. Par exemple, on les initiait pas